C'est ça la Ligue des Champions. C'est ça la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on aime le foot finalement. Voilà, aujourd'hui je suis neutre. Il n'y a pas de maillot du Barça, il n'y a pas de maillot de l'Olympique Lyonnais, il n'y a même pas une couverture PSG. Aujourd'hui on va parler d'un club, on va parler du Real Madrid, on va parler de Chelsea, on va parler du Milan, on va parler du Napoli, on va parler de la Ligue des Champions. Malheureusement mes clubs, ils ne sont pas concernés, mais ça m'empêche pas moi d'être fan de foot. Et à la base cette chaîne quand elle a été créée, c'est aussi pour parler des grandes affiches comme ça. Même si mes clubs ils y sont pas et on va essayer de le faire avec la plus grande objectivité. Les gars, et oui, non, le t-shirt noir, c'est pas un t-shirt de deuil parce que le Real sont en demi-finale. Hein. Non, faut arrêter tout de suite. Non, là, c'est bon. Nous, on n'y est pas. Je souhaite pas du mal aux autres. On peut y aller. Non, mais c'était une soirée incroyable et c'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions, finalement. C'est. Quelque chose. En fait, on a eu droit à deux matchs différents, finalement. On a eu droit à deux matchs différents. D'un côté, tu avais deux grosses équipes qui s'affrontaient, donc Real-Chelsea, qui normalement devrait être la grosse affiche. Et pourtant, le match que. Entre guillemets, de gros connaisseurs de foot attendaient, à part les supporters des équipes respectives du Real et de Chelsea, c'était le Milan-Napoli. Parce que on connaît la forme du Napoli cette année. Ils sont, franchement, c'est torrentiel. Hein, ils ont une progression torrentielle. Le Milan, ils ont tapé 4-0 en championnat. Ils leur ont mis encore 1-0 en Ligue des Champions. On se disait comment on va les retrouver finalement en Ligue des Champions. Au match retour, ça va être bouillant. Stade Maracana, ils récupèrent Osimhen. Comment on va jouer le Milan, sachant que le premier match c'était serré. Ils gagnent 1-0, but de Benacer, je rappelle. Donc, comment on va aborder le Milan ce match-là? Et moi, quand je regarde le match, je me dis, parce que j'ai vu les deux matchs, et donc là, on va parler des deux, hein, vous l'avez compris, les gars. Hein. Mais on va commencer par le Milan. Et je commence et je me dis, Napoli, pendant les 10 premières minutes, ils mettent un pressing de malade. Ils font un super gros pressing. Et t'as l'impression que le Milan AC, ils n'arrivent pas à sortir. Ils sont étouffés, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à sortir les balles. Ils dépassent, je crois, même pas les 40 mètres. Je crois que le Meret, le gardien du Napoli, n'a pas vu la balle jusqu'à je sais pas combien. Donc, les premières minutes, le Napoli met une immense pression et le Milan AC, mine de rien, même s'il donne l'impression d'être complètement acculé, complètement dominé, et avec tout ce qui se passe dans le Stadio Maradona, superbe nom d'un immense joueur, mais quand tu vois ça, tu dis, est-ce qu'il n'y aurait pas la furia que tu peux avoir dans un peu style remontada, un peu ce que tu pouvais avoir à Anfield, ou ce que tu peux avoir au Bernabeu dans les soirs de gros matchs où il faut remonter un score? Est-ce que tu vas avoir ça? Et je m'y attendais, ça bouge beaucoup, sauf que il y a beaucoup d'activités, il y a quelques frappes, il y a quelques actions, mais finalement c'est assez stérile. Et t'as fait l'impression que c'était une attaque-défense un peu de handball où ça tourne, il n'y a pas vraiment d'occasion, des centres ratés, ça récupère très haut la balle, ça revient. Un Kvaratskhelia qui finalement, j'ai réussi à le prononcer, hein. C'est à noter. Mais un Kvaratskhelia qui finalement n'a pas été ultra inspiré, le jeu passe par lui bien sûr. On le voit hein, toujours, hein, belle conservation de balle, toujours un peu ces mêmes dribbles caractéristiques, un peu chaloupé où tu te dis il va perdre la balle et finalement il réussit à la récupérer. Beaucoup de propositions, même si il y a beaucoup d'actions finalement avec ces joueurs du Napoli, mais il n'y a rien qui se concrétise. Un Mike Maignan très solide dans les airs, un Calabria qui éteint complètement Kvaratskhelia, une défense centrale du Milan très solide, des milieux récupérateurs qui vont aller se battre jusqu'au bout, un Benacer qui a été très très présent. Aujourd'hui le match de Benacer, même si c'est peut-être pas le match dernier, il marque des buts. Tu t'attends à ce qu'il marque des buts, qu'il mette des passes, il faut oublier, c'est un double pivot. C'est un double pivot ou des fois une pointe basse. Donc être décisif d'un point de vue stat offensivement, c'est pas ce que tu attends le plus. Il peut le faire dans les grands matchs, bien sûr, mais c'est pas ce que tu attends le plus. Et là, le gars, il gagne 11 duels, il récupère je sais pas combien de ballons. Il a été incroyable aujourd'hui. Et donc, tu as un Milan qui fait le dos rond, qui attend qu'un peu la furia passe du début de match. Et après, il commence à y aller, tranquillement. Il commence à se procurer quelques occasions. Napoli qui perd deux joueurs importants sur blessure, Mario Rui et Politano. Mais ils continuent à jouer avec leurs armes. Et le Milan, justement, obtient un pénalty raté par Giroud. Et là, tu disais que le Napoli qui laissait le Milan revenir un petit peu va commencer à se dire, bon, il fallait peut-être réagir à ce moment-là, parce que là, on a commencé, ça n'a pas marché, là, il commence à avoir quelques petites occasions, on a un Leao qui, quand il veut, ce mec-là, mais quand ce joueur-là veut jouer, mais ça, c'est ce que je disais dans la vidéo de Cherki, toute proportion gardée, hein, je compare pas les deux, hein. Mais je me dis, hé les gars, quand ce joueur-là veut jouer, qu'est-ce qu'il est capable de te pondre? Mais pour le bien du foot, mais joue tout le temps, joue comme ça tout le temps. Bref, c'était une petite aparté, mais le Milan qui a le penalty, le Napoli qui essaie de se réveiller, ça se combat, ça se bat un petit peu, et après qu'est-ce qui se passe à la fin de la première période? Giroud qui vient, qui plante son but, et là, c'est d'autres calculs en fait. Parce que quand tu étais à 1-0, tu disais bon, il suffit de mettre un but, après avec de la furia, encore une fois je répète ce mot, mais c'était ce que le Napoli, je pense, a voulu mettre, et après tout ce que représente la ville, tout ce que représente l'histoire du club, ce que représente leur saison finalement. Donc tu te dis, c'était sur ça qu'ils pouvaient, entre guillemets, jouer ou miser. Ça se fait pas, ils reviennent dans une deuxième période où c'est assez disputé, il y a des actions de part et d'autre. Il y a un penalty, cette fois-ci pour le Milan, pour le Napoli, arrêté par Mike Maignan.
Donc incroyable, Kvaratskhelia qui rate l'occasion. Déjà lui, il faisait pas un très bon match parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il était très caricatural, même sur les centres, même sur les prises de balles, parce qu'on commence à se rendre compte de comment il joue finalement le joueur. On se rend compte comment il joue, le match aller il se fait éteindre, le match retour là il est pas présent, et finalement bah, il continue à jouer, ils essayent de pousser, le Milan qui contre. Et à un moment donné, bah, Mike Maignan qui te sauve une fois, qui te sauve deux fois, qui te sauve trois fois. Il y a la toute fin de match, anecdotiquement, hein, t'as le but, j'allais dire Origi. Oui, oui, supporter du Barça encore traumatisé par Anfield. Non, t'as l'ouverture du score du côté du Napoli pour Osimhen, mais ça veut pas dire grand-chose, il reste une minute de jeu. T'as un dernier centre, encore une fois, Kvaratskhelia qui le foire complètement, et le Milan est qualifié en demi-finale. Mais moi, ce que j'ai à retenir, c'est que cette équipe du Napoli, bah, c'est maintenant que, entre guillemets, voir s'ils peuvent durer. Parce que des Wonder Teams, des équipes, voilà, des One Season Wonder, des teams, on en a eu beaucoup. Là, ça semblait pas ça parce qu'ils étaient très très cohérents. Ils étaient très cohérents, impressionnants. Ils tapaient pas tout le monde qu'en Italie. Hein. Déjà, ils faisaient tout le monde en Italie, mais c'était aussi le cas en Europe. Et on se souvient des très belles performances hein, face à Liverpool, etc., même cette année. Et tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont aller? Et là, ils se font piéger parce que bah, ils n'ont pas réussi à résoudre l'énigme milanaise qui était la grosse défense, bien travaillée, bien solide. Voilà, ils n'ont pas réussi à résoudre cette énigme-là, et bah, tu te fais piéger. Kvaratskhelia qui se fait bloquer, un Osimhen qui revient qui est un petit peu court, peut-être que quand tu as des joueurs importants comme Mario Rui ou comme Politano, un petit peu blessés, bah, tu fais comment pour gérer? Tu avais par exemple Anguissa, tu fais rentrer un Ndombele. Bon, un Ndombele c'est bien, quand tu regardes ses highlights sur YouTube, je suis supporter lyonnais, donc je sais de quoi il est capable, ce qu'il peut te produire, mais encore une fois, c'est des séquences, est-ce que c'est assez bon pour jouer au plus haut niveau? Est-ce que ben, un joueur comme Zambo Anguissa n'était pas, on va dire, la clé du milieu de terrain avec un Lobotka pour les gros matchs? Et son absence, ben, elle était préjudiciable. Ouais, parce qu'en face de toi, bah, t'as des chiens de la casse. Hein. T'as Tonali, t'as Benacer, t'avais un Kronic au match aller, t'as même Brahim Diaz qui descendait défendre, t'as un Giroud qui pèse sur les défenses. Et avoir un Zambo Anguissa qui est bien loin du pied carré qu'on pouvait avoir à l'OM, là qui est devenu très très bon. Donc encore une fois, bah, l'équipe du Milan, c'est maintenant. Bon, je pense que la première ligue. Je pense que maintenant, la Serie A, elle est quasiment assurée. La Ligue des Champions, tu te fais une belle aventure, tu vas en quart de finale. T'es pas ridicule non plus. Tu te fais pas taper un 4-0 ou quoi. Voilà, donc tu peux espérer jouer là-dessus, mais à ce moment-là, c'est là où tu vas voir est-ce que cette équipe-là et ces joueurs-là peuvent se réinventer. Est-ce qu'ils vont se faire piller en fin de saison? Est-ce qu'ils pourront aller chercher autre chose? Est-ce qu'ils pourront capitaliser et construire pour prendre un véritable élan? Est-ce que Kvaratskhelia pourra s'émanciper parce qu'à partir de maintenant, il a attendu? Comme on dit chez moi, là ouais, à ce moment-là, on verra. Après, du côté du Milan, bah, ça fait très plaisir. Moi, je suis pas spécialement supporter du Milan, mais je suis un supporter de foot et j'ai grandi avec une équipe du Milan assez très forte. Kaka, Shevchenko, Sidorf, Pirlo, tout ça, bah, c'est que le joueur, hein, Maldini, Nesta, Stan, Dida, on peut vous en citer plein, même des joueurs, même des personnes qui connaissent pas vraiment le foot, mais qui étaient juste présents dans cette période-là, peuvent les citer, et ne pas voir le Milan présent pendant autant d'années en Ligue des Champions. Bah, je crois que c'est depuis 2007 où ils sont pas présents dans le dernier carré. Bah, c'était un petit peu une anomalie. Et là, tu les retrouves. Là, tu les retrouves en demi-finale. Ça fait plaisir. Il y a moyen aussi d'aller jouer un derby de la Madonnina face à l'Inter s'ils confirment la victoire au match aller face aux Portugais du Benfica. Donc, voilà, donc ça fait plaisir. En plus, là, c'était une victoire stratégique. C'était intelligent. Ils ont gagné au match aller. Ils ont su ce qu'il fallait faire pour éteindre leur adversaire. Et ils doivent y aller. Ils doivent y croire. Ils doivent y croire. Bien sûr, c'est les outsiders, parce que de l'autre côté, tu as Manchester City, tu as hypothétiquement un Bayern, tu as un Real Madrid qui s'est qualifié, tu as un Inter qui est solide, bien sûr, tu es un peu outsider, mais tu sais pas, c'est la Ligue des Champions, tu peux enflammer, ils ont montré aujourd'hui qu'ils étaient capables d'une certaine maturité, avec un gardien comme Mike Maignan, bah, tu peux y croire, parce qu'ils ont des top joueurs à chaque ligne. Bref. C'était ça pour le match, pour la confrontation italienne. Bah voilà, bah cette année, on aura une équipe italienne en demi-finale. En attendant, la deuxième équipe italienne, pourquoi pas, ou l'équipe portugaise, on en parlera. Mais ça, c'était pour maintenant, pour ce premier match. Maintenant, on va parler du Real Madrid. Ah, ceux qui suivent, les fans du Barça qui vont me regarder, ou certains fans du Real, parce que j'ai des commentaires, comment il va aborder le match du Real. Les gars, cette chaîne-là, c'est une chaîne foot à la base. À la base, j'ai parlé de l'Argentine, j'ai parlé du Maroc, j'ai parlé de la Croatie. Moi, j'essaie d'être un maximum objectif. Je pense que dans les débriefs du match que j'avais face au Real Madrid, quand il jouait face au Barça, je pense que j'ai fait mes preuves. Bref, ça c'était la petite introduction. Le Real Madrid, mais tu veux faire quoi, les gars? Tu veux faire quoi face au Real Madrid? Déjà, le match aller, c'est assez disputé. Tu sens que le Real Madrid domine, mais il y a le carton rouge qui biaise un peu tout, et je pense que le Real devait s'imposer 4-0. Ils s'en sortent, Chelsea s'en sort que à 2-0, et tu dis, bon, c'est vrai que 2-0 c'est compliqué, ils perdent Ben Chilwell, qui est un joueur très intéressant, très important pour eux. Comment ça va se passer finalement pour eux? J'ai beaucoup répété finalement, mais c'est peut-être la fatigue, Ramadan, le sport, les gars, bon, soyez indulgents, soyez indulgents. Donc,
Tu perds ce joueur-là, tu perds aussi que 2-0, tu dis bon, il y a peut-être moyen, Stamford Bridge, pourquoi pas avoir un stade un petit peu incandescent, le retour d'un Lampard, parce qu'après à ce moment-là, quand tu es supporter de Chelsea et que tu fais une saison catastrophique, on va en parler après, bah, tu t'accroches à ce que tu peux. Donc tu dis voilà, peut-être le retour de Lampard qui va les remotiver, lui il a gagné la Ligue des Champions, remettre un peu d'âme, de la combativité. On avait vu des déclarations des supporters de Chelsea, on y croit, on peut le faire, on a plein de joueurs, il y a plein de solutions. Mais bon, tu joues face à l'ogre de la Ligue des Champions, que tu le veuilles ou non, que tu sois supporter du Barça, du Real, de ce que tu veux, de ta grand-mère. Faut le dire, le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est cette tête-là, c'est l'ogre. Tu les crèves pas, ils te crèvent. Et ils l'ont encore montré aujourd'hui. Tu les crèves pas, ils te crèvent. Donc le match aller, tu t'en sors, entre guillemets, miraculeusement que 2-0, parce que je pense qu'ils pouvaient plier le match bien avant. Voilà. Et le match retour, bah c'est ça. Donc tu te prends comme pour le match qu'on a débriefé juste avant. Tu te prends un gros bouillon au début. Kanté qui manque l'immanquable. Tu as d'énormes occasions. Tu es safe. Tu as des occasions. Chelsea qui met un gros pressing, qui essaie d'envoyer, sauf que bah, tu fais le dos rond un petit peu. Tu as un Benzema et un Vinicius qui étaient moins bien. Voilà, moins bien. Après, face à un Chelsea qui essaie de mettre. Ah oui, il faut parler de la composition de Chelsea, les gars. Le mec, il a joué en 3-4-2-1. En fait, quand tu dépenses 600 millions d'euros sur le mercato, quand tu as dépensé 350 millions d'euros dans le mercato d'hiver, quand tu as autant de joueurs, quand tu dois rattraper un score, quand tu n'as plus rien à perdre parce que ta saison en première ligue elle est éclatée, tu joues plus rien en coupe, tu dois au moins sauver l'honneur, même si tu sais que bah voilà, t'affrontes comme entre guillemets l'ogre, donc tu pourras rien faire, enfin rien faire. Tu pars perdant dans le match, donc tu devrais essayer. Tu as des joueurs comme Sterling, comme Modric, comme Joao Félix sur le banc. Qu'est-ce que tu vas me faire jouer une formation où tu me mets Kanté en quasi une double numéro 10 en haut, en dessous de Kai Havertz, avec des latéraux qui, bah, finalement, Cucurella qui n'a pas proposé grand-chose, un Reece James qui était loin de son niveau, un Kovacic qui était un petit peu perdu à essayer de courir parce qu'il a vu, bah, il a joué dans le milieu de terrain en face, hein, la machine à laver, il sait ce que c'est. Donc c'est assez compliqué, tu vas faire comment finalement? Tu vas faire comment? Ok, l'idée, on a compris, c'est de mettre une grosse pression, voilà, sur les défenseurs du Real, peut-être profiter du fait que peut-être que tu vas être un peu plus frais physiquement, le rentrer dedans, vu que tu as plus de jeunesse, je sais pas. Mettre un gros pressing, profiter bah, justement de cette. Voilà, de l'impact que peut avoir un N'Golo Kanté, d'un gros pressing ou de la chance d'un pressing d'un Kai Havertz avec son profil un petit peu hybride, de ce que peut produire un Gallagher, parce qu'on sait qu'il court beaucoup, il a cette capacité de produire des actions. Donc on a vu, c'était quoi l'idée. Sauf qu'à ce moment-là, tu joues tout. Tu joues ta saison. Lampard, t'es intérimaire, on sait, t'es intérimaire, t'es revenu. Bah, t'as eu un parcours éclaté au club, il y a deux entraîneurs qui sont passés après toi, il y en a un qui a gagné une Ligue des Champions, t'es revenu vraiment parce qu'il fallait trouver une solution dans l'urgence, on sait, mais à ce moment-là, fais-toi un kiff, t'as une carrière d'entraîneur qui suit, t'es un supporter de Chelsea, t'es une légende de Chelsea, peut-être même l'un des plus grands, si ce n'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire de ce club. Donc à ce moment-là, fais quelque chose. Prends tes... Los huevos, comme ils disent en espagnol, et vas-y, va au combat, affronte-les. Mais tes joueurs, parce que moi ce qui me frustre, parce que je fais une petite ellipse, je pars vite fait, après on reviendra pour le déroulé du match. Quand il fait rentrer des Modric, quand il fait rentrer des Joao Félix, bah ça va mieux, Sterling, ça va mieux. Ok, il y a 1-0, après il y a eu 2-0, mais ça va mieux. Tu sens qu'il y a plus de combinaisons, qui avancent plus. Sauf qu'à ce moment-là, quand tu mets que des joueurs défensifs, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de se créer des occasions, avec toute la bonne volonté du monde, avec toutes les animations que tu veux, c'est des joueurs qui ne sont pas spécialement en confiance. Et quand tu as un Cucurella qui a une immense action face à un Courtois, et que Courtois la sauve, déjà de 1, il faudra parler du monstre, on en parlera du Real après aussi. Mais si c'est un Sterling, si c'est un Joao Félix, peut-être même un Modric, pas Modric, bah c'est des joueurs qui ont l'habitude, peut-être plus qu'un défenseur remplaçant, d'être en face à face avec un gardien. Donc à ce moment-là, tu peux gérer l'action un peu mieux. Même si le gardien il est immense, déjà qu'il prend 2,50 m et qu'il sort ultra vite sur toi, c'est quasiment impossible de réussir cet arrêt-là. C'est ça, en fait, tu restes sur ta faim, tu dis, mais ils veulent faire quoi avec ce club? Ils sont en train de le crever. Moi, je suis pas spécialement supporter de Chelsea, c'est pas un club que je porte particulièrement dans mon cœur, hein, mais je me dis, je suis fan de foot, et tu regardes, tu te dis, mais avec tout ce que vous avez investi, il y avait moyen de mieux faire. Offre un spectacle à tes supporters. Ou c'était quoi l'idée? C'était justement bien défendre, éviter de te prendre le bouillon du Real Madrid au début, prendre un ou deux buts qui va aller te casser, et essayer après en fin de match d'emballer la chose. Ouais, mais tu joues face à l'équipe la plus expérimentée, au mental le plus ouf de l'histoire de la Ligue des Champions et de ces dernières années. Ils sont injouables en Ligue des Champions, quasiment injouables. C'est soit tu les crèves, soit ils te crèvent. Il n'y a pas de commune mesure. Ils ne te laissent pas du temps, le Real Madrid. C'est comme ça que ça fonctionne, et on l'a vu. Ils ont fait le dos rond un petit peu, ils ont avancé. On regarde sur leur action. T'as Chalobah, oui, Chalobah titulaire. Bref, t'as Chalobah qui fait un tacle de malade sur un Rodrigo qui a step up par rapport aux deux autres compères en attaque qui d'habitude sont incroyables. Là, ils étaient un petit peu en dessous. Il esquive.
Il te fait un super dribble, ça combine. Vinicius, super intelligent. D'habitude, il te met la frappe, il te la repasse pour Rodrigo. 1-0. Et là, tu as les supporters de Chelsea qui tombent. Tu as les supporters de Chelsea qui tombent. Tu as même les joueurs de Chelsea qui baissent la tête un petit peu. Ils continuent de se battre. Là, à ce moment-là, il fait rentrer les joueurs, mais tu te prends un deuxième but. Après, tu les vois, ils sont combatifs, ils essaient de se battre, gratter quelques minutes. Mais à ce moment-là, ça sert à quoi? Mais de toute façon, tu veux dire quoi sur le Real Madrid? Parce que bon, on a parlé de Chelsea, je pense que je les ai assez démontés. Mais on va parler du Real. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi face au Real? Défensivement, c'est super solide. Le gardien, il est incroyable. Un contrôle du milieu de terrain, c'est ouf. Même quand ils sont pas de latéral gauche, ils te mettent Camavinga, je les ai vus faire des super envolées. J'ai vu des contrôles de balles de Valverde. Quand il est rentré d'Alcensio, il est très bon balle au pied, même s'il est remplaçant. Vinicius qui n'est pas concerné dans le match, mais qui mine de rien arrive à contrôler la balle juste assez pour te frustrer. Benzema toujours dans les déplacements pour combiner. Regarde là, Rodrigo, d'habitude c'est Vinicius qui c'est Fede Valverde qui joue. Là, tu as un Rodrigo qui a été complètement flamboyant à gauche, à droite, alors qu'à la base, c'est censé être un ailier gauche, mais la place elle est déjà prise. Moi, j'ai vu des enchaînements. Modric, un seigneur. Derrière, comment il relance les balles. J'ai vu des combinaisons que en une touche. C'était du beau jeu en transition, malgré un bloc médian en face. C'était incroyable. Franchement, le Real Madrid, ils ont joué dans un fauteuil. Chelsea, bien sûr, leur a facilité un petit peu la chose avec leur incohérence tactique. Ok, il n'y a rien. Mais c'est pas des abrutis en face non plus. En face, tu as Thiago Silva. En face, tu as quand même des défenseurs. Tu as Kovacic, tu as Enzo Fernandez qui est champion du monde. Tu as Cucurella, ça se bat un petit peu. Tu as Reece James, voilà, on va pas refaire l'effectif. Tu as quand même des joueurs. Tu as Kepa. Tu perds des 0, tranquille. Tu as l'impression qu'ils se sont même pas forcés. C'est ça qui doit être ultra frustrant si tu es supporter de Chelsea. C'est qu'ils se sont même pas employés. C'est à l'image de leur entraîneur, totalement en dilettante. Bon, on a gagné 2-0, on va aller en demi-finale de Ligue des Champions. De toute façon, c'est la base, c'est ça, c'est le Real Madrid. Tu vois, mais c'est tout. Ils ont été incroyables et faut les féliciter. Faut les féliciter et on verra ce qui va se passer en demi-finale. Si c'est Manchester City ou le Bayern. Bon. On en parlera de ça demain. Mais encore une fois, GG au Real Madrid. Je suis supporter du Barça, mais je suis supporter de foot avant tout. Et moi, j'essaie d'avoir des analyses les plus objectives possibles. GG le Real, parce que ce qu'ils font, c'est impressionnant. Et tu ne peux que te dire, on espère tous que son club ait cette réussite-là. Et regarde, comme quoi, un grand club ne meurt jamais. Ça, c'est un message pour les fans du Barça. Un grand club ne meurt jamais. Le Real Madrid, qui pendant 9 ans ne dépassait pas les 8e de finale, je pense. Et là, sur les 13 dernières années, ils vont 11 fois en demi. Donc, ok, le Barça ou d'autres clubs, ça dépend, quel que soit le club que vous supportez. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo avec moi, les grands clubs ne meurent jamais. Regardez, il y a le retour du Milan. Le Barça passe un sale quart d'heure qui a duré quelques années, mais ça peut se relancer. Bon, peut-être pas avec le retour de Busquets et éventuellement un retour de Messi, même si, bon, j'ai pas encore fait ma vidéo sur Messi, mais je la ferai. J'attendais vraiment je pense de bien l'aborder, pas juste faire des vidéos rumeurs à la con. Mais bon, ça peut revenir à n'importe quel moment, et le Real Madrid le prouve, il suffit de bien travailler, avoir de la gestion, et faire confiance justement au travail que tu effectues. Et voilà, et de ne pas systématiquement tout bâtir, tout reconstruire, détruire, tout reconstruire, détruire, tout reconstruire. Et le Milan, c'est un modèle de gestion aussi. Ils sont venus, salary cap, on ne donne pas d'immenses salaires, on prolonge pas n'importe qui, on vise sur les joueurs, on travaille avec la data, et t'as une équipe formidable. Voilà, c'est tout. Et ça t'offre des superbes soirées de Ligue des Champions. Surtout quand t'es fan de football, t'apprécies forcément. T'apprécies que ton club y soit ou pas. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce double débrief. On est à 18 minutes de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je pense que c'est une bonne vidéo. Moi, perso, c'est mon avis. C'est une petite masterclass. Voilà, c'est une petite masterclass. Donc bon, alors, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner, à me suivre sur mes réseaux et à me dire surtout ce que t'as pensé de la vidéo. Pour un débrief, pour un premier format comme ça. Allez. Je vous dis merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Et on se voit très très vite, probablement demain pour le match de Manchester City face au Bayern Munich. Allez, on se voit très très vite et vive le foot.